bonjour à tous et à toutes. Il est 15h40, on va bientôt reprendre la table ronde numéro 3. Donc, bonjour à tous et à toutes. Laura Grassin, ADEME Normandie, Agence de la transition écologique. Et donc, je suis en collaboration avec Nadège Carlier qui va se présenter. Moi, je m'occupe de la partie agriculture et alimentation durable à l'ADEME. Voilà. Du coup, Nadège Carlier, directrice du Grain Normandie. Je remplace ma collègue Élodie Marc qui est absente aujourd'hui suite à un imprévu et que j'excuse, qui est du coup coordinatrice de projet au Grain Normandie et qui suit plus particulièrement les activités et les projets du Régal. Donc, juste pour rappel, enfin pour information ou rappel, je ne sais pas, le Grain Normandie est un réseau d'acteurs de l'éducation à l'environnement sur la région. Voilà. Et donc, nous vous convions à la table ronde numéro 3 pour échanger ensemble donc, sur les nouvelles pratiques, entre guillemets, les changements de comportement et puis tout ce qui va dans le bon sens de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons convié à cette table ronde différents intervenants avec des cibles en particulier, notamment donc la cible donc famille, la cible consommateur, la cible donc entreprise, industrie, et puis la cible école. Et je vais laisser la parole à chacun pour se présenter, en commençant donc par la cible famille, si vous le voulez bien. Marine, je te laisse démarrer. Et bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation à ces assises. Moi, je vais vous présenter le Défi Toi, donc, qui est une expérimentation du CPIE Vallée de l'Orne sur 5 territoires sur 3 ans. Donc, le premier territoire accompagné est Bessin Urbanisme. Juste Marine, peut-être on fait un rapide tour de prénoms et des structures avant de démarrer l'intervention. Pardon. Donc, Marine Fourreau, chargée de projet Défi Toi au CPIE Vallée de l'Orne. Ok. Véronique? Donc, Véronique Desfeux, je suis directrice de l'association Avril à Saint-Pierre-de-Coutances et j'ai piloté l'expérimentation familles en démarche de réduction de déchets. Raphaël Biro. Oui, je crois que Raphaël. Bonjour, Raphaël Biro donc. Je suis en accompagnement, moi je suis à mon compte, mais j'accompagne l'entreprise à but d'emploi atypique sur le territoire de Colombelles. Voilà. Evelyne, alors du coup, donc là, ce seront 3 interventions sur avec le public, famille et consommateurs. Oui. Et du coup, après, on passera à une intervention plus ciblée sur une structure et en l'occurrence un établissement scolaire. Evelyne? Oui, bonjour. Donc, Evelyne CPIE Colline Normande. Donc, j'accompagne les établissements scolaires en démarche de développement durable et certains sur l'alimentation. Donc, je vais juste vous faire part de l'expérimentation de quelques établissements que j'ai accompagnés. Très bien. Donc, on peut passer aux entreprises et industries maintenant. Si vous voulez bien, Monsieur Belair ou Monsieur Trébert. Allez-y. Allez-y, Monsieur Trébert. D'accord, merci. Bonjour, alors Benoît Trébert, donc moi je suis industriel, je suis un pôle de compétitivité, donc on travaille avec l'AREA Normandie sur la partie agro-industrie et on est là pour aider les industriels à développer et donc pour le gaspillage alimentaire plutôt sur de la valorisation de coproduits. Et Sébastien Belair, donc je suis directeur d'IP Environnement, une structure d'insertion basée à Saint-Lô et qui est acteur dans un projet que je vous présenterai tout à l'heure avec plusieurs acteurs du territoire pour l'ouverture d'une légumerie et de la transformation de légumes. Voilà. Mais je vous en expliquerai tout à l'heure un peu plus. Merci, monsieur. Je passe la parole à Laurence Gouttière, ma collègue qui est donc en charge au siège de la lutte contre les gaspillages,
Laurence? Eh bien voilà, ravie de vous retrouver et de vous écouter. Et effectivement, on cherche la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'ADEME. Voilà. Du coup, est-ce que vous aviez prévu une petite introduction par rapport à cette question du gaspillage alimentaire, Madame Gouttière? Ok, oui, bien sûr. J'y vais directement? Oui, et puis peut-être du Ok. coup, et après, on représentera le cadre général de l'atelier. Pas de souci. Oh. Comme ça. Laurence, tu veux partager? Oui, pas super. Oui, c'est bon, c'est en cours, voilà. Et je me mets juste en plein écran si ça veut bien. Voilà, hop, C'est parfait. Ouais, bon, je n'ai pas la page de garde, mais c'est pas très grave. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet. L'idée étant de faire une introduction justement sur les changements de comportement et comment on accompagne ça au sein des foyers et de la restauration collective. Alors, juste en pré-introduction, rappeler que le gaspillage alimentaire s'intègre donc dans une démarche plus large d'alimentation durable, qui se pose sur 3 piliers sur lesquels on travaille à l'ADEME, qui sont finalement très, très liés. Le premier pilier, c'est toute la question autour des ressources, le fait de pouvoir nourrir tous les habitants que nous sommes avec de la qualité et le plus longtemps possible. Et pour ça, de préserver les ressources, ça passe par la qualité, ça passe par justement des économies au sein des exploitations, etc. Ensuite, l'autre pilier, c'est l'évolution des pratiques alimentaires. Je pense que vous en avez déjà parlé et on en parlera tout à l'heure. Mais évidemment qu'on ne peut pas continuer à nourrir tous les habitants de la même manière qu'on nourrit un Américain, si je veux être caricaturale, parce que sinon, on n'aura pas justement les ressources nécessaires et qu'en plus, sur le plan de la santé, sur le plan de la nutrition, ce n'est pas ce dont on a besoin. Et donc, il y a besoin de faire évoluer ces pratiques. Et ça, c'est un autre gros champ de travail. Et le troisième pilier, celui qui nous anime plus particulièrement là aujourd'hui, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais ça me semblait intéressant de replacer tout ça dans son ensemble. Alors, concernant les changements de pratique, pour commencer à l'échelle de l'individu, on demande beaucoup de choses justement aux personnes. On leur demande de manger de plus en plus bio. Il y a même une petite pression sociale qui s'installe. Comment ça, tu n'as pas des céréales bio, etc. Et tout le monde doit avoir du bio chez soi. Bon, sinon, ce n'est pas tendance. On nous demande, ou en tout cas, on nous dit ça vient de trop loin, il faut manger local. On voit du vrac dans les supermarchés, mais voilà, ça arrivait très vite et tout le monde n'était pas forcément prêt. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois venir avec des sacs, etc. On insiste sur la saison et en plus de ça, on nous dit qu'il faut manger moins de viande, voire faut manger végétarien. Alors évidemment, je caricature, je sais que vous êtes autour de l'écran tous convaincus et vous êtes déjà dans ces pratiques. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le grand public, ça demande beaucoup de changements finalement assez rapides si on se reporte aux pratiques là, qui étaient bien installées depuis l'époque de l'arrivée des supermarchés dans les années 70 où on avait tout à disposition toute l'année, plutôt en abondance. Si on n'a pas de la viande à chaque repas, c'est qu'on est malade et que voilà, c'est pas normal. Bon, il y a des changements clairement qui sont en train de s'opérer. On est en train de participer à ce changement, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et c'est important finalement d'ancrer chaque petit changement progressivement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de demander aux habitants tout d'un coup de faire tout ça, de faire ce petit patchwork de nouvelles pratiques, mais plutôt d'essayer progressivement d'avoir du lait au petit déjeuner bio, d'avoir des pommes du coin, d'acheter son riz plutôt en vrac parce que vous allez voir, c'est moins cher petit à petit. Voilà. Et c'est là-dessus que je vais insister justement sur cette notion de petits pas parce qu'à l'échelle des foyers, finalement, ce qui est intéressant, les forces de ce sujet-là à l'échelle de la maison, c'est que les repas, finalement, quand on a de la chance et quand tout va bien, on a 3 fois par jour une occasion
de tester des nouvelles choses. Et ce n'est pas forcément les mêmes efforts à mettre sur le temps du petit-déj, à mettre sur le temps du repas du midi et du soir. Typiquement, tester des repas végétariens, c'est plus facile le soir en considérant qu'on mange un petit peu moins, que c'est un peu moins lourd que de le faire sur le repas du dimanche midi. Donc ça, c'est vraiment petit pas par petit pas. En plus, c'est moins difficile, enfin, a priori comme ça, de faire cette progression sur le sujet de la santé que sur d'autres sujets. Typiquement, autant quand on habite à la campagne, ce n'est pas forcément évident de faire les 15 km qui nous séparent de son travail en vélo. Quand on nous demande d'isoler sa maison ou de changer d'énergie, ce n'est pas forcément simple parce que c'est des très gros investissements. Or, ce qui touche à l'alimentation peut se faire à moindre coût, en tout cas à petite dose, et de tester, surtout sans le côté irréversible que peuvent avoir des gros travaux. Et enfin, toutes les thématiques autour de l'alimentation sont très ancrées, touchent vraiment les personnalités, les habitudes des foyers et surtout ont des liens forts avec des sujets qui sont importants à chaque fois qu'on fait des sondages auprès des habitants, qui sont importants pour des citoyens. Typiquement, les questions de santé. Il y a eu l'explosion de toutes les applis autour les types Yuka, etc. Le Nutri-Score est devenu un point de repère. On peut sensibiliser sur le fait que la manière dont on mange a un impact sur la manière dont on produit, et quand on produit, ça a un impact sur la qualité de l'eau. Il y a des travaux qui montrent que la nourriture a un impact sur la santé, donc ça a un impact sur le coût, sur la facture, l'assurance maladie, etc. Donc tout ça, ça peut être différents vecteurs qui peuvent aider à tirer des ficelles pour faire pour faire converger les citoyens vers ce sujet. Pareil sur les emplois locaux, acheter à côté, vous connaissez sûrement à l'école, il y a le fils du producteur d'à côté, etc. On a tous un lien plus ou moins direct avec le territoire qui nous entoure et évidemment les questions d'éducation auprès de nos enfants. Alors, je parlais d'évolution un petit pas, je prends l'exemple du bio parce que c'est un sujet finalement qui revient assez facilement. On a tous c'est ce choix qui s'offre à nous et cette question d'y aller ou pas. Et ce qu'on nous rétorque facilement, c'est que oui, c'est bien gentil, mais le bio, ça coûte plus cher. Alors en effet, à produit équivalent, le bio, souvent, coûte plus cher. Là, c'est une enquête qui date de 2017. Et alors, je tiens tout de suite à le dire, c'est des choses qui bougent très vite. Et là, on a refait des études et ces tarifs sont plutôt à la baisse. Mais c'est quand même intéressant parce que ça correspond à ce qui est ancré dans les impressions des gens. Et pour un panier équivalent, un caddie semblable, oui, ça coûte plus cher de manger exactement pareil en faisant du bio. Au milieu, on a le cas du bio en supermarché et à droite, on a le cas du bio en magasin bio. Pour autant, et c'est ça qui correspond au message que nous, on souhaite transmettre, certes, pour un panier exactement similaire, c'est plus cher, mais ces paniers standards sont souvent très riches en viande, sont souvent assez marqués en Nutri-Score, on va dire plutôt CDE, avec du soda, avec des aliments qui ne sont a priori pas indispensables et sur lesquels on peut accompagner là aussi un changement. Et on montre que pour donc ce panier moyen là ici de 190 € pour une famille de 4 personnes sur une semaine, on peut avec exactement cette même enveloppe budgétaire consommer avec 50% de produits sous signe de qualité, labellisés, mais évidemment avec des changements, moins de viande, plus de poissons, pas d'eau en bouteille et des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est petit à petit pour se rendre compte vers quoi il faut tendre pour pouvoir effectivement manger mieux. Et je terminerai alors sur la partie foyer avec un travail de recherche-action qui vient juste d'être valorisé, qui s'appelle Sensi-Gaspi, qui a permis d'accompagner 21 familles sur près d'1 an et demi et qui a permis d'aboutir à un guide de bonnes pratiques que je vous encourage à consulter. J'ai mis le lien dans la librairie ADEME en bas, mais vous pouvez très facilement le retrouver en tapant Sensi-Gaspi. Ce qui est intéressant, c'est que ce guide, il a été réalisé par les familles
pour répondre à leurs questions. Qu'est-ce que je fais quand mes œufs ont dépassé de date? Est-ce que je dois les jeter? Qu'est-ce que je fais si j'ai un petit peu de blanc qui se dépose sur ma crème fraîche? Qu'est-ce que je fais pour conserver tel aliment? Et donc, il est très pratico-pratique. Et ça a été ça tout l'intérêt de ce travail-là, c'est vous avez besoin de quoi pour changer vos habitudes et surtout les ancrer dans le temps. Il y a des recommandations pour l'action publique sur lesquelles je reviens juste après et plusieurs outils mis à disposition. Et donc, oui. Excusez-moi, encore peut-être quelques minutes pour après laisser la place bien sûr. aux autres intervenants. Donc Merci. Ça se traduit par une petite fresque, par des recommandations sur lesquelles je pense que vous allez vous retrouver, notamment sur toutes les stratégies de communication, les partenariats et le soutien aux associations, donc évidemment, et mettre en œuvre des actions qui s'appuient sur des leviers psychosociaux efficaces, qui vous connaissez, je pense, assez bien, comme tout ce qui est l'échange entre pairs, les procédures d'engagement, les chartes, etc. Et je termine juste sur la partie restauration collective, il y a juste cette diapo, pour là aussi dire que c'est possible parce que la restauration collective fait force d'exemplarité, c'est-à-dire qu'on montre l'exemple à ces occasions-là et qu'en montrant que c'est possible d'avoir un plat végétarien, par exemple, dans le menu régulièrement et qu'il soit bon, et ben ça donne plus envie de tester à la maison, de montrer que la pomme bio, elle est bonne, etc. En plus, ça enclenche tout un travail avec l'amont de la chaîne sur les appros, même s'il y a des fortes contraintes sur les volumes qu'il faut anticiper, etc. Ça permet de créer des circuits de distribution spécifiques à un territoire. Et enfin, donc, il y a le lien avec les projets alimentaires territoriaux qui permet de travailler ensemble, de comprendre les contraintes des uns et des autres et qui sont des leviers très, très forts à l'échelle d'un territoire. Et il y a 2 ressources. Donc, le petit guide à droite que l'on a sorti il y a juste quelques mois qui reprend un petit peu tout ce que je vous dis, mais sur la restauration collective. Et pour information, on est en train de travailler avec une vingtaine de cantines scolaires, là, cette fois-ci, pour tester les freins et les leviers autour de l'atteinte des objectifs de la loi Egalim. Et ça sortira en début d'année. Et là aussi, ça contribue quelque part au changement de pratique. Voilà sur les petits messages que je pouvais vous proposer. Merci. Alors, du coup, on va passer à la suite. Donc, l'objectif de l'atelier, c'est de comprendre comment les différents projets, de comprendre si les différents projets mobilisent les mêmes types de leviers, rencontrent les mêmes obstacles. Du coup, vous en avez aussi un peu déjà dessiné quelques notions. Donc, on verra dans quelle mesure ça se retrouve aussi dans ces projets qui seront présentés et en quoi aussi tous ces projets sont complémentaires sur un territoire. Donc, on va enchaîner maintenant sur la partie famille consommateur. Suite aux 3 présentations, on aura un temps de questions-réponses. Ensuite, sur la partie école, pareil, après la présentation, il y aura un temps de questions-réponses. Pareil sur industrie-entreprise. Et après, en fonction du temps, on verra pour normalement, il devrait rester du temps pour un temps questions-réponses plutôt général. Marine, je te laisse démarrer pour 6-7 minutes. Oui. Ça va aller. Oui, j'ai le rôle, le prenez pas mal. Hein. J'ai pris le rôle du timing. Donc, si je vous coupe... Maître du temps. Voilà. Maîtresse du temps. Faut pas le prendre personnellement. Moi, je vais vous présenter le projet Défie-toi. Donc, pour le coup, nous, le projet n'est pas encore commencé. Donc, c'est vraiment ce qu'on imagine en termes de levier et d'impact parce que ce projet va être lancé en décembre. Donc, c'est un défi famille, mais pour le coup, nous, on n'est pas que sur l'alimentation. On est vraiment multithématique sur se loger, se déplacer, se nourrir et consommer. Donc voilà, on accompagnera 25 foyers pendant 6 mois sur le territoire de Bessin Urbanisme, donc à partir de décembre 2021. Donc voilà, nous, le changement de comportement, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre réflexion avec l'ADEME Normandie, qui est le principal financeur de ce projet. Après, on ne communique pas du tout sur ça avec les foyers, mais c'est vraiment dans notre idée, c'est vraiment la colonne vertébrale du projet. Donc voilà, nous, on essaie vraiment de trouver l'équilibre entre ne pas trop les solliciter, mais quand même un minimum pour garder une bonne dynamique. Donc nous, ce qu'on a pu identifier comme leviers qui vont pouvoir nous servir, c'est déjà les foyers seront mobilisés en équipe.
Voilà, l'effet de groupe est vraiment très important. Ça peut être aussi moins culpabilisant si on avance moins vite, etc. Ça procure vraiment un sentiment d'engagement et d'appartenance pour les individus. Voilà. Ils se disent vraiment qu'ils ne sont pas tout seuls dans la démarche, qu'il y a plein de gens autour d'eux qui sont dans le même cas et qu'ensemble, ils peuvent vraiment essayer de faire changer leur comportement. Donc voilà, le but, c'est vraiment de créer une émulation collective au sein des équipes qui seront formées dans le défi. Et vraiment, ce défi, l'objectif, c'est de montrer que c'est accessible à tout le monde, quel que soit son niveau et sa situation. Tout le monde peut faire évoluer ses comportements vers des comportements plus sobres. Voilà, c'est vraiment notre idée, c'est d'avoir vraiment un panel très représentatif de gens qui commencent juste à se poser des questions et juste, ils ne savent pas comment faire pour faire évoluer leurs pratiques. Il y aura également un suivi personnalisé de chaque foyer. Ça a clairement été budgété dans le projet. C'est très important pour nous de prendre un temps avec chaque famille plusieurs fois pendant le défi pour les accompagner, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus perdus ou qui ont besoin d'être rassurés. Il y aura également une alternance des modes d'apprentissage. Il y aura des ateliers, des visites, des temps d'échange, comme je le disais, des temps collectifs. Ils auront des outils à leur disposition avec des informations claires, visibles. À travers les visites, ça nous permet aussi, ça leur permettra aussi d'avoir une bonne connaissance de ce qui existe sur leur territoire. Le but, c'est vraiment de s'appuyer sur les acteurs du territoire pour qu'ils puissent garder un lien avec eux après, vraiment renforcer le lien collectivité-habitant, faire perdurer les choses après le défi. Donc voilà, et le but aussi, c'est surtout pas d'avoir un discours entre guillemets catastrophiste. On insistera bien sur les bienfaits pour les individus, que ce soit en termes économiques ou autres, avant de parler des bienfaits sur la planète, etc. Même si ces éléments seront donnés, bien sûr, mais la peur n'aide pas au changement, donc on ira progressivement. Donc voilà, le but, c'est vraiment de les orienter vers des actions concrètes parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui manquait un petit peu, le concret pour les personnes qui commencent à se poser des questions. Donc voilà, toutes les petites réussites seront mises en avant, il n'y aura pas du tout de culpabilisation, surtout pas. Et les foyers auront toujours le libre choix, on n'imposera jamais rien. Nous, on sera juste là en soutien et pour les aiguiller, mais par contre, c'est eux qui seront libres de leur choix sur tout le défi. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'aller vers des comportements plus sobres, c'est pas du tout perdre en confort. Ça, c'est vraiment notre porte d'entrée. Même si ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, on les accompagnera. On mise aussi sur l'idée pour les foyers de faire des économies, que ce soit en termes d'énergie ou autre. Donc voilà, vraiment positiver les modes de vie durables. Et il y a aussi l'idée, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, d'avoir une progressivité dans la contrainte. Il faut y aller très progressivement pour pas les effrayer, pour pas les perdre dès le début. Donc, ça sera petit à petit mettre en place 2-3 éco-gestes par mois. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on change d'éco-gestes. Donc, vraiment, pas de culpabilisation, rien de tout ça. Donc voilà, donc, le but, donc on aura 25 foyers par territoire. On espère avoir plus d'inscrits. Les inscrits qui ne seront pas sélectionnés dans le défi ne seront bien sûr pas abandonnés. Ils auront tous les outils nécessaires pour suivre le défi en autonomie et on se rendra disponible pour répondre à leurs questions. Donc voilà, c'est un défi assez conséquent parce qu'il est multithématique. Donc le but, c'est vraiment qu'ils ne se sentent pas surchargés. Et l'idée, c'est aussi, là, c'est une expérimentation normande, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'exporter sur d'autres territoires, d'apporter notre retour d'expérience et notre expertise à des collectivités qui voudraient se lancer dans la démarche, sachant que c'est un défi qu'on peut adapter à chaque territoire, qu'on peut nous, il est très complet, mais on peut justement l'adapter de manière plus concise, plus simple,
si des territoires veulent s'engager dans la démarche. Donc voilà. Merci pour cet exercice de synthèse qui reste pile poil dans les temps. Donc, Véronique, là, le projet du CPIE Vallée de l'Orne, c'est, comme le disait Marine, c'est plutôt les intentions et les objectifs initiaux. Vous avez mené aussi un projet, alors peut-être tu vas pouvoir nous expliquer les différences et du coup, peut-être aussi l'impact que ça a pu avoir et les points de vigilance ou les conseils aussi pour mettre en place un défi famille zéro déchet. Et voilà, je te laisse la parole. Ok, eh bien, voilà, nous, effectivement, l'année dernière, on a mené une action de famille en démarche de réduction de déchets. Vous noterez que je fais attention à la sémantique parce que, en fait, en 10 ans, au début, on avait commencé par dire, c'est un premier bilan, en disant famille zéro déchet. Et en fait, à cause de ça, on a perdu 2 familles qui se sont sentis, là je rejoins ce qui a été dit en introduction, la pression autour des foyers et de se dire mais on avait des familles déjà un peu engagées et en faire plus, c'était pour eux, ça voulait dire que ça avait un impact économique fort et du coup, ils ne se sentaient pas capables, quoi. Donc, on a assez rapidement revu notre sémantique et je ne dis plus famille zéro déchet parce qu'en fait, on envoie messages qui ne sont pas atteignables pour moi, enfin, quand on s'adresse à du grand public, enfin à mon sens, et que du coup, c'est contre-productif. Donc, on est en démarche de réduction. C'est un peu long, mais on n'a pas réussi à le réduire. Donc, voilà, donc on a fait une action comme ça, nous, l'année dernière, et on a eu, comme pour tout le monde, du Covid. Donc, les temps, c'était prévu des temps des grands temps collectifs et des temps en atelier, et des temps, on a tout changé. Et on a fait des apéros zéro déchet. Et ça a bien marché en visio. C'est en fait parce que ça ne bloquait pas les gens très longtemps. En fait, c'était des apéros d'1 heure et on en a fait plusieurs. Et c'était un bon format. Mais pour revenir sur le début de l'expérimentation, donc on a commencé avec des infocolles, des annonces dans la presse pour recruter les familles. Donc on en avait 13 d'inscrites, on a fini avec 9. Donc, au final, au début, on se dit, c'est des familles qui sont déjà en démarche assez avancée, donc qu'est-ce qu'on va leur amener? Parce que ça se limite des fois, ça se contentait de dire, ah oui, alors vous, votre consommation, il faut trouver des bières qui se vendent avec des consignes. Donc, on a trouvé sur le territoire des bières consignées, donc c'était bien. Mais voilà, donc on avait quand même des familles assez engagées, mais quand même, on a permis de travailler et là, je dis bien que ça paraît facile pour nous, peut-être, mais c'est un vrai changement et un vrai changement de consommateur. Parce que pour réduire ces déchets, forcément, c'est global. On est bien dans un système et il faut réduire faut modifier sa consommation. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Voilà, donc sur les familles, on a eu un temps de diagnostic au début où ils avaient une grille de pesée. Ils ont pesé leurs déchets, analysé. On a repris ces éléments-là et on a vu avec les familles, après on leur a proposé des choix de gestes éco-citoyens. Donc, certains ont choisi, donc, avec les problématiques, on avait des familles, donc, des familles composées de plusieurs personnes, des familles composées d'une seule personne, des familles qui habitaient à la campagne avec jardin, en ville avec jardin, à ville sans jardin ni balcon. Donc là, on avait un panel assez intéressant et ça nous a permis, par exemple, de découvrir le bokashi pour les familles qui n'avaient pas de balcon ni de jardin et qui voulaient faire du compost. Donc là, d'autres ont choisi sur la totalité des familles qu'on a accompagnées, il y en avait quand même 6 sur 9 qui compostaient déjà. Donc c'était plutôt pas mal. D'autres ont décidé de réutiliser des piles rechargeables. Enfin voilà, c'est moins dans l'alimentation, de plus acheter de bouteilles d'eau en bouteille. Qu'ils avaient une bonne connaissance. Alors, c'est vrai que le territoire de Coutances, Mer et Bocage, on a une ressourcerie, Tritou, il y a un réseau associatif qui est assez important, donc ça permet de développer ça. On avait des familles qui étaient et de Coutances, mais aussi de Coutances, Mer et Bocage, donc un peu plus loin.
Et on a fini l'expérimentation quand même par un temps collectif, parce que c'était quand même une demande des familles accompagnées, qu'on a réalisé le 2 juillet, où on a fait un temps collectif où chacun a pu transmettre à l'autre son geste de réduction. Et c'était avec un repas partagé, 0 déchet, et sans gaspille, bien sûr. Donc voilà, donc c'était une expérimentation, une expérimentation intéressante, parce que ça nous a aussi, nous, appris à changer nos modes d'intervention, parce que la visio, voilà. On a fait aussi des animations sur savoir lire les étiquettes alimentaires, sur les produits carnés et les produits d'épicerie, parce qu'on a une de nos bénévoles qui était ingénieure qualité, donc bon, dans un abattoir, hein, elle a arrêté, mais quand même, donc, mais ça permet d'avoir une compétence et de savoir bien lire les étiquettes et de savoir ce qu'on achète. Et ça rejoint aussi ce qui était dit en tout début, c'est de faire des consommateurs éclairés. Je pense que quand ils sont éclairés, c'est plus facile. Voilà. Et sur la famille qui a arrêté, vraiment, c'était une famille avec, ça m'a bien embêtée. J'ai essayé de la raccrocher, mais c'était une famille avec 3 enfants qui étaient déjà très engagés. Et ils se sont sentis dépassés au moment de passer à l'achat en vrac et sur les marchés locaux, d'acheter du local sur le marché, en se disant, voilà, moi j'en avais pour 80 € et j'avais pas de quoi manger pour la semaine, quoi. Donc du coup, c'est pas pour moi, quoi. Et c'est pour ça, donc moi je dis attention à la sémantique. Et c'est pour pas amener de la culpabilité, et puis pour justement être toujours dans le positif et dans le changement de comportement. Dans le changement de comportement. Voilà. Voilà. Merci. On va passer à Raphaël Biro et puis après on prendra des questions. Alors, Raphaël. Voilà. Oui. Ouais, j'arrive. Vous m'entendez? Oui. Hop, je mets la caméra. Bon, je suis désolée, j'ai 2 enfants malades à la maison, donc j'espère que ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Prévenus. Alors, de mon côté, donc j'interviens pour parler d'un projet qui est porté par Atypique. Et moi, j'accompagne Atypique à monter en compétence sur ces questions-là. Et donc, on met en œuvre depuis novembre 2020, avec essentiellement le soutien de l'ADEME, un projet qu'on a appelé Potageons partout, qui consiste à travailler sur plusieurs axes dans la ville de Colombelles auprès des habitants. On a comme objectif d'accompagner les habitants soit en direct, soit via des structures telles que la microcrèche, la médiathèque, la mairie, etc., pour les aider à relocaliser leur consommation alimentaire, à consommer moins de viande, à consommer un peu plus, dans l'idéal, des produits issus de l'agriculture biologique ou sans produits chimiques, et à diminuer les gaspillages alimentaires, mais aussi à revaloriser les déchets verts. Mais bon, ça, du coup, j'en parlerai pas trop aujourd'hui. Donc, pour ça, on crée des jardins dans la ville. Donc là, cette année, on a pu en créer 2. Un avec la microcrèche et un avec la médiathèque. L'objectif, c'est vraiment d'inviter les habitants à venir planter les jardins avec nous et ensuite à consommer les légumes, etc. Et en parallèle de ça, on a organisé aussi des ateliers cuisine. Ces ateliers cuisine, l'idée, c'est de participer au changement des habitudes par des moments de convivialité et de découverte. Ils ont été organisés avec un partenariat avec le Centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange, qui nous a prêté du coup la cuisine. Pour le moment, le partenariat s'est concentré là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a réalisé les 3 premiers ateliers cuisine cette année. Il se trouve que les familles, enfin les participants en tout cas, et le foyer ont été très contents. Et du coup, le foyer nous propose de poursuivre ces ateliers
en continuant de mettre la cuisine à disposition, en achetant les ingrédients, etc. Et Atypique continue en animant les ateliers en partenariat vraiment avec la personne qui s'occupe du secteur famille de ce centre social. Pardon. Pour ces ateliers, on a 3 axes de travail. C'est travailler avec les produits de saison et donc locaux, et aussi locaux, mais souvent c'est lié. Pour ça, on a de la chance parce qu'Atypique a aussi développé depuis sa création, donc depuis 4 ans, un potager en agriculture biologique, enfin du maraîchage professionnel en agriculture biologique. Donc, on se fournit au maximum pour les légumes là-bas. Parfois, il manque notamment les épices, par exemple, c'est pas toujours trouvable ou des petites choses comme ça. Donc, des produits locaux et de saison, essentiellement pour les légumes. Pour le moment, je crois qu'on n'a pas utilisé de viande. Et c'est un de nos objectifs aussi, c'est vraiment par ce moyen-là, de montrer qu'on peut faire des repas qui sont sympathiques, nourrissants, agréables et limiter le budget aussi, effectivement, en faisant abstraction des produits carnés. Ou alors, on se dit que si on doit en utiliser, on essaiera d'utiliser des petites quantités qui visent vraiment à donner un peu de goût quoi, et participer à un apport en protéines, mais voilà, pas chercher la quantité de viande. Voilà, et donc au début, on avait nous-mêmes préparé les recettes et trouvé les thématiques. Et donc, notamment, par exemple, l'atelier de cet été, c'était comment valoriser la courgette sous toutes ses formes. Et donc, pour l'entrée, le plat et le dessert, la courgette a été utilisée. Et semble-t-il que ça a beaucoup plu, puisque à la fin de l'atelier, les participants ont demandé à ce que l'atelier d'octobre, qui était ce matin, soit autour de la courge, pour pouvoir valoriser la courge sous toutes ses formes. Donc, ce midi, c'était soupe de courge, salade courge avec mesclun, et salade de courge et mesclun, enfin salade de courge rôtie avec du mesclun, et puis en dessert, des beignets de courge sucrés. Voilà, et donc ça va se poursuivre comme ça. Là, il y a une envie que les participants continuent de participer à la thématique de l'atelier suivant. Donc, certainement que les prochains ateliers vont être comme ça. On a une petite envie d'arriver à diversifier le public qui participe à ces ateliers, parce que c'est essentiellement des femmes. Il se trouve que c'est les jeudis midi pour le moment. Donc, c'est notamment des femmes qui n'ont pas forcément d'emploi, je pense. Mais bon, ça, je ne crois pas qu'on ait questionné précisément. Mais on a plusieurs fois sur nos communications eu des retours comme quoi des personnes participeraient bien, mais que les jours ne conviennent pas, quoi. Donc, on va voir pour peut-être proposer ça sur d'autres créneaux. Voilà, pour les ateliers cuisine. Et peut-être pour aussi dire par rapport à notre vision de la réduction du gaspillage alimentaire, c'est aussi donc en donnant envie aux gens d'autoproduire leurs fruits et légumes. Donc, pour les fruits, c'est potentiellement un peu plus facile parce que c'est un peu plus facile de planter et d'entretenir un arbre fruitier si on a un jardin que de mettre en place tout un potager qu'il va falloir surveiller et accompagner toute l'année. Et parce qu'aussi, on travaille avec la ville pour implanter de plus en plus d'arbres fruitiers dans la ville. Donc, il y a déjà des petits fruitiers qui ont été implantés au printemps dernier. Là, on va planter un verger. Et il y a un verger aussi qui a été planté devant l'école au printemps. Et là, on va implanter un verger cet hiver à un autre endroit de la ville. Voilà, et on espère pouvoir poursuivre comme ça en continuant d'implanter des petits fruits et des fruitiers et en animant ces vergers tout au long de l'année avec des formations. Et par exemple, cet hiver, on va aussi proposer des animations autour de la grève, du bouturage, du marcottage. Donc aussi pour montrer aux gens qu'on peut obtenir des arbres fruitiers ou des petits fruitiers gratuitement grâce à la magie de la multiplication végétative la multiplication végétative donc. Voilà, et par rapport au potager, pour le moment, on a créé des petits potagers, donc comme je le disais tout à l'heure, sur la microcrèche et la médiathèque. Là, cet hiver, on va poursuivre en soutenant le développement d'un jardin partagé qui existe depuis 10 ans, mais qui était limité
dans sa capacité de production, notamment parce qu'ils n'ont pas de serre et ils ont pas mal de vent. Donc, on va construire avec eux une serre, on va implanter une haie fruitière pour couper du vent et obtenir des fruits. Et on va aussi installer un composteur qui sera en limite de jardin pour que les habitants du quartier puissent en profiter. Voilà, donc on a vraiment la volonté d'agir de la production jusqu'à la consommation, dans l'idée que quelqu'un qui va produire ou ne serait-ce que récolter un fruit ou un légume aura plus de difficultés peut-être à ne pas le valoriser dans son entièreté en le mangeant quand il faudra avant de le perdre, et puis en compostant les épluchures, etc. Ok, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On prend des questions peut-être jusqu'à 16h30. Je sais, c'est des questions par chat ou par... Alors, ouais, du coup, oui, vas-y. Pour Véronique, du coup, il me semble, c'est bien vous qui avez parlé du bokashi. Oui. Vous avez réussi, donc pour résumer, peut-être, c'est un tout petit composteur qu'on peut mettre à l'intérieur de la maison et qui permet de transformer assez vite les déchets. Assez vite, ça prend un peu du temps quand même, mais ça permet quand même. La personne qui a fait ce choix-là, elle n'était pas rassurée d'avoir des verres, parce qu'au début, je lui avais proposé le lombricomposteur, mais mais ça la rassurait pas, les verres, voilà. Bon. Et on a trouvé ça, donc elle l'a testé, parce que moi, je ne connaissais pas. Elle a testé, donc ça veut dire qu'elle met ses déchets, mais dessus, elle met un activateur biologique, alors une levure qui en fait, moi ce que j'en comprends, ça assèche, ça permet que ça se décompose plus vite, et après elle vient le mettre dans notre compost collectif, et donc du coup elle le garde plus longtemps chez elle. Donc la première fois qu'elle nous l'a ramené, elle nous a dit il n'y a pas d'odeur. Donc nous, on y est allé confiant, on a ouvert confiant. Il y a un peu d'odeur quand même. Mais bon, mais ça limite quand même. Et elle, ça l'a fait vraiment, c'est une bonne alternative. Et dans le seau, il y a un sous-bassement où le liquide, le substrat tombe et ça peut servir d'engrais. Ça, par contre, oui, on l'a réutilisé. Autoproduit ce composteur bokashi, ou elle l'a acheté? Non, là, on en a acheté qu'on a mis à disposition, en fait. D'accord. Et c'est en plastique. Et ça vous a pas coûté trop cher à l'unité? Non. Bon, il y en a, ouais. Après, on a cherché un peu quand même. Mais l'idée, c'était effectivement, la deuxième étape, c'est que ce seau, on puisse trouver des solutions. Il existe des tutos pour les faire avec des seaux autres, quoi. Mais comme c'était pour mettre dans une cuisine, là, c'était en fait une habitante d'un quartier qui était là. Enfin, voilà, il y avait aussi ce travail, pas avoir un seau tout moche dans sa cuisine. Enfin, il y avait il y a ça aussi à travailler quand on accompagne, quoi. Mais voilà, il y a aussi des fonctionnements comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une pour Véronique ou Marine. En quoi la notion de défi, elle permet de mobiliser des gens? Est-ce que ce mot-là participe aussi de l'accompagnement au changement de pratique, ou est-ce que ça peut aussi faire peur peut-être à d'autres personnes? Vas-y Véronique. Moi, sur le mot défi, oui, je suis pas trop fan de ce mot. Je pense que c'est... Alors, c'est vrai que je disais que en démarche 2, c'était un peu long, mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est moins culpabilisant, ça accompagne, quoi, en démarche 2. Et défi, moi, je crois que les gens, ils avaient envie d'avoir des trucs et astuces. En fait, ceux qui sont venus, c'était surtout ça. On n'a pas fait de comparatif de après, toi, tu as plus de déchets, moi, j'ai moins de déchets, moi, j'ai fait plus de choses que toi. Et c'était plus dans la démarche et l'accompagnement et le fait de faire ensemble, et puis d'avoir des trucs et astuces. Par exemple, il y a un moment sur un apéro, il y a une dame, elle nous a parlé du savon de fiel, non, du savon au fiel de bœuf. Voilà, donc ça a permis d'échanger là-dessus. Okay. Et Marine, du coup, de votre côté, j'imagine que vous avez aussi réfléchi à cette notion de défi.
Est-ce qu'elle vous a paru plutôt mobilisatrice? On s'est beaucoup posé la question justement parce qu'on avait peur que certains y voient le côté plutôt compétition. Donc c'est vrai que le nom a été très dur à trouver. On voulait rester quand même dans l'idée des défis famille, donc c'est pour ça qu'on est resté sur le défi. Et on a choisi défi toi parce que, bon, toi, TOIT pour le logement, mais ça incluait quand même le jeu de mots de se défier soi-même. Et on se disait que ça n'incluait pas justement trop le côté compétition, mais plutôt défi envers soi-même dans son quotidien et pour soi. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de garder le mot défi, même s'il a posé beaucoup de questions au début. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nadège, je vois que Véronique a levé la main si jamais j'ai pas rêvé. J'ai pas vu. Non, mais c'est pour garder l'engagement chez les familles. Il faut vraiment avoir un contact assez rapproché et relancer. Alors en plus, nous, on était en confinement, hein, donc voilà. Donc, mais je crois que c'est quand même des choses qu'il faut faire et le contact, c'est toi Marine qui le disais, je pense, sur le côté individuel et collectif. Je pense que le temps individuel est vraiment important. En tout cas, nous, sur certaines familles qui venaient de quartiers politiques de la ville, ben, c'est aussi un moyen d'avoir un contact avec les gens et on discute des fois de plein de choses, quoi. On fait du lien social là, dans ça aussi. Moi, excusez-moi, j'avais une question pour Véronique. Quand vous avez fait votre démarche vers la réduction de déchets, comment est-ce que vous avez fait pour avoir des retours réguliers sur les grilles de pesée? Parce que justement, vous dites que vous êtes resté en contact très régulier, mais le retour, il s'est fait de quelle manière? Est-ce que ça a été hebdomadaire, mensuel? Il y a ton micro qui est coupé. Alors, sur les retours, on n'était pas très exigeant sur la date de retour. Je pense qu'il faut rester souple. On avait une grille où ils ont compté et c'est pas très lisible, hein, mais bon, voilà, lundi, mardi, et puis on leur a dit, on n'a pas été trop exigeant. L'idée, c'était qu'après, quand on les avait au téléphone ou en visio, il y ait vraiment plus, nous, on était plus dans l'analyse de ce qu'ils avaient dans leur poubelle, pour après commencer le travail de l'accompagnement au changement. Parce que voilà, par exemple, moi j'ai eu un moment une dame, pas de stop pub, donc beaucoup de pubs, et elle m'a dit que c'était sa seule littérature, quoi. Hein. Donc Par ailleurs, je suis présidente d'une médiathèque, donc ça m'a un peu... Mais bon, il faut quand même accompagner ça aussi et puis de se dire, oui, on va y aller petit à petit. Lui dire qu'à la médiathèque, des fois, il y avait des revues et tout ça. Mais donc, c'est le retour, on y va. Moi, je ne suis pas une acharnée des chiffres déjà, donc voilà. Mais ça permet quand même d'avoir une vision et ils ont pu évaluer, parce qu'ils l'ont repesé forcément après la mise en place de leurs gestes, et de se rendre compte que tiens, le stop pub, ça fait moins ça, et puis discuter sur les conditions aussi de travail des facteurs qui livrent ça. Ça permet de livrer plein de choses. Quoi. Oui, vous avez compris la notion justement d'analyse de ce qu'il y a dans les poubelles, c'est très intéressant, parce qu'on est au-delà du poids, parce que sur les grilles de pesée, donc nous on a fait un programme zéro déchet, zéro gaspillage. On a tenté de faire quelque chose avec des familles. Bon, il y a eu le confinement, mais c'est vrai que quand on leur a demandé de peser leurs déchets, on demandait à ce que ça soit fait toutes les semaines ou tous les 15 jours au moment de la veille de la collecte des déchets. Mais c'est vrai que, on voulait connaître votre retour d'expérience et le fait d'analyser ce qu'il y a dans les poubelles pour pouvoir réduire, c'est pas simplement du poids, voilà, vous l'avez justement dit. Et du coup, vous n'avez pas fait une fois l'expérience menée, de retour. Vous voyez, par exemple, ce qu'ils avaient au départ. Si, on a fait une petite note, mais globale, avec toutes les familles, en disant, là, on en est à tant de kilos par habitant, avec ces projections-là, vous avez, mais global, et pareil, sans pointer telle ou telle famille, quoi. Oui, alors ça, on a trouvé
on a trouvé ça très intéressant toutes les quatre. Voilà, c'est cette notion de, on n'est pas dans le défi, on ne montre pas ce qu'a fait l'autre, c'est pas le but. Donc ça, c'est intéressant, voilà, parce que c'est quelque chose de nouveau aussi pour nous, donc on apprend là aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant, c'est des choses qu'on va, je pense, garder. Et sur la grille, nous sur la grille, elle était quand même, bon, même si on n'était pas trop regardant sur les délais de rendu, il y avait quand même dans les ordures ménagères, poids des déchets de cuisine, poids des produits à usage unique, poids poubelle de la salle de bain, on avait rajouté des trucs en plus. Parce que... C'est très détaillé. Ah oui, donc il y avait les détails. Très détaillé. Ah oui, quand même. Hein. Mais et donc, bon, voilà. Le retour, il se faisait par mail. Ouais. Okay. Bah, du coup, on a mis ça en place et puis et je pense que, mais vraiment, je pense que nous, on était frustrés de ne pas aller voir les gens en vrai, mais eux, moi, à chaque fois, ils étaient contents parce qu'ils savaient que c'était un apéro Zoom, ça allait durer une heure, parce que voilà, et que 1 heure ou 1h15, et que les familles qui avaient des enfants, ils peuvent participer, les enfants venaient et tout, et il y a eu des échanges. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Enfin, oui, alors c'était une notion aussi sympa, parce que justement... Juste prendre peut-être une dernière réaction et après on passera à la suite. Mais allez-y, finissez votre propos et après on passe à la suite. Merci. Parce que c'était posé la question de créer un espèce de groupe des personnes qui participaient aux familles zéro déchet. C'est vrai que c'est une question qu'on s'était posée, mais plus par le biais d'un groupe Internet, pas forcément en vidéo. Mais c'est vrai que cette idée aussi... de temps d'1 heure avec les participants, ça peut motiver en tout cas, et puis faire un retour d'expérience. Et effectivement, alors, si les enfants sont impliqués, etc., c'est encore plus top. Et puis créer du lien au-delà de ça, peut-être entre ces familles. Enfin voilà, on n'est pas que dans du matériel, entre guillemets, on est aussi dans de la relation, et c'est important, je pense. Voilà. Ok, merci. On va passer du coup à la cible structure, du coup avec les écoles. Et je laisse la parole à Evelyne Ramon du CPIE Colline Normande pour 5-6 minutes de présentation pour avoir le temps après de poser des questions. Evelyne, ton micro est coupé. J'étais en train de dire, j'espère que vous m'entendez bien. Ben non. Donc, ma connexion Internet était un peu instable. J'ai un peu des micro-coupures. Donc, vous me dites si jamais vous n'avez pas bien entendu ce que je vous ai dit. Donc, moi, j'ai accompagné il y a quelques années, donc certaines commencent à dater un petit peu, des établissements scolaires en démarche de développement durable à travers la labellisation éco-école. Donc, un collège, une école et 2 lycées. Donc, où ces établissements avaient choisi le thème de l'alimentation. Alors, c'est pas donc j'ai accompagné énormément d'établissements scolaires et ce n'est pas un thème qui est facilement choisi parce que c'est un thème qui est jugé assez complexe, avec une estimation de marge de manœuvre assez faible. Et puis, il peut y avoir aussi des difficultés relationnelles entre le personnel de cuisine et le reste de la communauté scolaire. Et donc, ce n'est pas toujours forcément évident de s'engager les uns et les autres. Il y a parfois de tensions. C'est pareil, j'avais aussi accompagné une école sur un autre thème, sur le thème des déchets, et qui l'année d'avant s'était engagée seule et avait voulu absolument travailler sur l'alimentation. Et il y avait eu vraiment des frictions très, très importantes avec le personnel de cuisine. Donc voilà, déjà, l'alimentation et donc ce qui va avec, gaspillage alimentaire, ça peut être des sujets assez sensibles où il faut, avant, je dirais, baliser en expliquant bien de chaque côté comment ça va se passer et que ce n'est pas une intrusion pour aller regarder dans les cuisines ce qui se passe et la façon dont les gens travaillent. Donc, le premier établissement avec lequel j'ai travaillé, donc c'était sur l'année scolaire 2011-2012, donc avec un collège. Donc, je vous donne en fait des expérimentations, des choses qui ont été faites, des actions qui ont été menées. Donc là, il y avait eu les éco-délégués qui avaient mené une enquête auprès du personnel de cuisine, notamment sur le pain, avec le coût du pain, les déchets de pain, tous les restes de pain, les déchets alimentaires. Il y avait eu une opération de sensibilisation au sein du CELF, donc avec les élèves. Mais c'était un peu compliqué aussi parce que certains élèves se sont fait insulter par d'autres. Dans les actions, il y avait eu aussi des affiches qui avaient été réalisées, qui avaient été exposées dans le restaurant scolaire, d'autres qui réglementaient le pain avec 2 tartines maximum par élève, et pour ceux qui souhaitaient avoir du supplément, avec un bac qui avait été mis à disposition dans le CELF.
Donc, toutes ces actions, ça avait quand même eu un impact intéressant parce que le personnel d'entretien avait remarqué qu'il y avait nettement moins de pain traîné par terre dans la cour. Le deuxième suivi, donc c'était la même année, donc une école, donc une petite école de campagne avec une cuisinière qui faisait sur place les repas, la cuisine était vraiment très appréciée. Et il y avait 150 enfants qui mangeaient chaque jour à la cantine et les quantités jetées étaient très faibles. Ça allait entre 400 grammes à 2,5 kg pour 150 enfants chaque jour. Donc, autant dire qu'il y avait pas ou peu de gaspillage. Et quand il y avait effectivement des légumes qui étaient moins appréciés par les enfants, la cuisinière essayait, aménager un peu le menu en mettant une petite quantité de féculents, des sauces un peu variées pour faire passer les légumes. Donc ça, c'était aussi une astuce pour limiter le gaspillage alimentaire. Toujours la même année scolaire, donc un autre lycée qu'on a accompagné sur l'alimentation, où là, on a fait un travail avec les éco-délégués donc, de tout le lycée et avec une rencontre avec le personnel de cuisine. Donc, on a fait un diagnostic et puis les élèves ont planché sur des actions possibles qui pouvaient être mises en place. Donc, les élèves ont proposé d'organiser une expo photo avec les aliments gaspillés. Il y avait 10 kilos de pain, par exemple. De proposer des pains plus petits ou des tartines pour ceux qui mangent moins de pain. De mettre de côté ce qui n'est pas mangé, qui peut être repris par les autres, comme des pommes ou des compotes, par exemple. Donc ça, c'est une expérience qui avait déjà été mise en place justement dans le collège d'à côté. Vérifier régulièrement, bien sûr, que les fruits ne s'abîment pas dans les corbeilles, d'acheter tout ce qui était yaourt, fromage blanc, compote en gros pots, les servir dans des coupelles, que chaque élève s'engage à manger ce qu'il prend, je trouve ça aussi intéressant, d'informer les élèves des coûts pour les sensibiliser au gaspillage, de mettre des portions plus petites dans les assiettes, mais également de laisser les élèves se servir en légumes, donc parce que plus d'autonomie, c'est aussi moins de gaspillage. De mettre des portions plus petites dans les assiettes, avec là aussi une possibilité de se resservir. Il y avait des petites astuces aussi pour couvrir les entrées pour ne pas qu'elles soient desséchées par le froid, par exemple les carottes, le céleri ou le pamplemousse. Et puis en réduire la quantité pour ne pas que ça soit servi le lendemain. Ça évite de servir des entrées desséchées. On revient toujours un peu à la même chose. Si c'est bon, appétissant, on a plus envie de manger que si c'est un peu desséché. De soigner la présentation des légumes pour que les élèves aient envie d'en prendre avec des formes originales, par exemple. Et puis, un axe aussi sur la communication, donc mettre en place un kiosque au sein de la cantine qui serait dédié à la communication. Dans un autre lycée, donc 2013-2014, il y avait eu aussi une proposition d'affichage de l'évolution de la quantité de nourriture jetée, donc à mettre au sein du SELF. Et puis, donc, les enseignants s'étaient aussi emparés de cette thématique en travaillant, par exemple, en cours d'anglais sur des textes qui abordaient la notion de gaspillage alimentaire. Cette année, j'accompagne aussi donc ce même ensemble scolaire là, qui s'était engagé en 2013-2014 et donc sur une démarche 3D avec un questionnaire qui a été fait à l'ensemble, qui a été envoyé à l'ensemble de la communauté scolaire au mois de juin pour savoir sur quel thème ils souhaitaient travailler. Donc, il y a eu à peu près 500 réponses sur 1500 envoyés, 1500 questionnaires envoyés, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et c'est vrai que le sujet de l'alimentation est ressorti assez fortement. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est ressorti assez facilement avec vraiment toutes les thématiques. Il y a bien sûr le gaspillage, mais bon, tout ce qui était approvisionnement, tout ce qui était équilibre alimentaire, santé, etc. C'est un sujet dont les élèves dont la communauté scolaire avait envie de s'emparer. Donc là, on en est au début de la démarche, donc je ne sais pas ce que ça donnera cette année. Okay. Voilà. Merci. Pour les expériences. Voilà. Des questions? S'il n'y en a pas, j'en ai. Moi aussi, j'en ai. C'est la dernière après chaque. Mais je rejoins Evelyne sur le côté pas y aller avec ses gros sabots avec les personnels de cantine parce que sinon ça peut mal se passer. On avait fait quelque chose donc on avait appelé pour la valorisation des bonnes pratiques en fait.
parce qu'on était parti du principe que les agents des collectivités, ils ne fabriquent pas pour jeter. Je n'y crois pas du tout. Et du coup, on s'était rendu compte qu'il y avait des représentations. Il y a une dame, elle avait l'impression de jeter beaucoup, mais en fait, parce qu'elle jetait tout dans le même sac poubelle. Et en fait, il y avait dedans aussi, mais il y avait aussi les serviettes, les os de poulet, enfin tout quoi. Et quand elle a fait le tri de ce qu'il y avait de gaspillage alimentaire, là, elle s'est rendue compte qu'en fait, les élèves ne jetaient pas tant que ça d'aliments. Et ça, c'est aussi à faire prendre conscience des bonnes pratiques de chacun. Je trouve que c'est une bonne entrée dans les collectivités. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, moi, j'en ai une. Alors, peut-être pas forcément que pour Evelyne. Je ne sais pas si d'autres personnes aussi ont des éléments de réponse. Je me demandais s'il était plus difficile, ou en tout cas si c'était une approche différente de faire changer des comportements quand la personne est dans son identité professionnelle, dans sa posture professionnelle, que quand elle est dans sa posture individuelle, entre les familles et effectivement, par exemple, le personnel de cuisine. Est-ce qu'il y a des résistances ou des blocages qui se font, qui sont liés au fait d'être plus dans son identité professionnelle? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des réponses. Alors, si c'est par rapport on est toujours sur le thème du gaspillage alimentaire. Oui, là, c'est le changement de comportement d'une façon générale, mais après, si tu as un exemple sur l'alimentaire, par exemple, jeter, le fait de jeter des choses, est-ce qu'on a plus facilement tendance à jeter quand on est dans son école que quand on est chez soi, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le même rapport à la structure? En général, j'ai rencontré plutôt du personnel de cuisine globalement qui était tout à fait prêt à travailler justement avec les élèves et qui trouvait un intérêt notamment relationnel, parce que c'est vrai que ils prenaient quand même beaucoup de réflexion. C'est pas bon, c'est dégueulasse, enfin voilà, des choses comme ça en fait, et ils le prenaient assez violemment. Voilà, c'était une remise en cause aussi de leurs compétences. Donc, globalement, c'était plutôt bien accueilli de faire un travail comme ça. Par contre, une fois, il y a une chef de cuisine où c'était compliqué, effectivement, de la faire évoluer. C'était toujours... tout changement était compliqué, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai eu les deux cas. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup de discussions, de concertation et vraiment une mobilisation du gestionnaire et du chef d'établissement pour arriver à faire avancer les choses. Et donc, beaucoup de discussions. Après, est-ce qu'on change plus facilement de comportement quand on est sur un volet professionnel ou personnel? Ça, je n'ai pas vraiment la réponse. Voilà. OK. Et du coup, on va passer à la suite. Laura, je laisse... Oui, bien sûr. Donc, on va poursuivre ces nouvelles approches pour toucher différents publics, là, en s'intéressant aux entreprises et aux industries. Donc, on a nos invités, Benoît Trébert et Sébastien Belair, qui vont prendre la parole et nous expliquer donc, leur projet actuel. Donc, je crois que je vais commencer. Donc, du coup, je vais mettre une petite présentation avant. Hop. Je sais, partage. Le partage, il se fait où? Le partage d'écran. Excusez-moi. Je pense que c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est parfait. Bon. Oui. C'est parfait. Donc, alors, il s'est mis de l'autre côté parce que j'ai deux écrans, excusez-moi. Oui, donc je me présente, donc, Benoît Trébert, donc je suis responsable projet chez Valorial. Et je suis là pour aider les entreprises à développer, à innover dans leur process et dans leur organisation. Donc, Valorial, c'est un pôle de compétitivité qui existe depuis 2006 sur le Grand Ouest. Il regroupe 3 régions, Bretagne, Pays de Loire et Normandie. Donc,
haute et basse, enfin ancienne haute et basse, enfin, la Normandie en entier. Voilà. Nous sommes basés à Caen et notre cœur de métier, c'est de faire monter d'identifier, de monter et accompagner les projets de R&D pour nos entreprises du secteur. On a à peu près 360, enfin là on va être pas loin des 400 adhérents au niveau du pôle. On est parapublic, donc on est un pôle par adhésion. À peu près 400 adhérents sur 800 structures, avec à peu près 4000 contacts sur l'ensemble des 3 territoires. On a monté à peu près, on a accompagné à peu près 500 projets maintenant d'innovation pour les industriels, avec des investissements qui montent à peu près l'ordre de 1 milliard d'euros depuis 2006. Comment ça se passe? L'idée du projet, on commence par, au niveau de l'adhésion valoriale, on propose à nos adhérents de se nourrir par de la veille sur différents sujets. Donc, on leur propose de la veille pour amorcer des idées. Derrière, on les met en réseau avec des partenaires ou des industriels ou d'autres industriels de l'agro ou aussi des fournisseurs de l'industrie pour développer leur activité. On les met en réseau aussi au niveau européen. Donc, on a des projets comme REAMIT. REAMIT, c'est un projet européen sur 4 pays, France, Irlande, Pays-Bas et Grande-Bretagne, enfin United Kingdom. Ça permet ce travail sur la problématique de la réduction des déchets alimentaires dans la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'un colis est mis dans un container et il part d'un endroit, il arrive à un autre. Avant qu'il soit plus consommable, il y a des capteurs. Donc c'est ça l'intérêt de REAMIT, c'est sur le nord-ouest France, de trouver des détecteurs qui permettent de dire attention, là il y a peut-être, 3 semaines de transport, voir si dans les 3 semaines la marchandise elle tient, et si ça ne tient pas, voir avant de prévoir de la placer à un endroit où on peut la commercialiser et pas la perdre. Donc il y a des détecteurs de température, couleur, et puis de mesures spectrochimiques pour détecter les produits qui sont issus des produits de dégradation. Voilà, je ne passe pas trop technique, j'espère que après la partie Europe, donc on organise aussi des journées, des matinées, des Valorial Morning, où on parle un peu de tout ce qui peut se faire sur de la veille, sur de la mise en réseau. On a des journées, des Valorial Connection qui sont réservées à nos adhérents, qui sont sur une journée en général, qui mettent alors c'est plus des parties techniques, comme le Clean Label. Là, on parle beaucoup de Clean Label, c'est-à-dire des produits alimentaires sans additifs ou des additifs, mais plus des additifs naturels plutôt que d'avoir des produits chimiques. Comme là, en ce moment, on parle du colorant blanc, là, le E171 qui va être interdit. Alors, sûrement en 2022, c'était repoussé. Et on fait aussi des journées, l'Esti Valorial, qui est la journée de Valorial pour tous ces adhérents. Ça, c'est la partie émergence idées. Après, il y a l'avant-projet. Donc, on aide à la construction du projet pour nos industriels. On les accompagne. Et après, on va directement dans le projet. Et là, sur le projet, on suit l'avancement du projet. On fait aussi de la labellisation, je voulais préciser, en avant-projet, c'est-à-dire qu'on labellise le projet pour que derrière, il soit vu par un comité d'experts en disant, oui, ce projet-là, il est bien, mais il faudrait peut-être accentuer sur ce point-là ou sur ce point-là si vous voulez que ça avance plus dans le bon sens et d'avoir un financement possible avec un intérêt pour le financement. Donc la partie projet, le suivi, la réalisation, le pilotage du projet et puis après une valorisation du projet pour l'ensemble des personnes présentes dans le consortium. Comment on fait de la veille? Alors la veille, on a 3 documents de veille avec en lien avec nos domaines prioritaires, nos domaines d'innovation prioritaires. Donc une partie sur le territoire au sol climat, donc la préservation de l'eau, la diminution de consommation d'eau, choses comme ça, que ce soit au niveau plutôt de la culture.
Après, une production végétale et animale, donc avec des sélections d'espèces végétales et même animales, mais aussi de la nutrition, les intrants dans les cultures. Une deuxième veille avec comme domaine d'application plutôt d'innovation prioritaire, plutôt la partie excellence opérationnelle des fermes et des usines. Donc, c'est-à-dire ça, c'est partie technique avec des process plus vertueux et plus économiques en énergie, et une partie digitale, bien sûr. Une partie valorisation de la biomasse. Donc ça, c'est tous les coproduits issus de l'industrie. Et puis ensuite, une veille sur la partie bien manger. Donc le Clean Label en fait partie, par exemple. Mais manger sain, manger durable, avec des liens avec des appels à projets européens sur le manger sain, avec des aides pour parler entre différents pays européens. Là, c'est HFES, c'est le Portugal, l'Espagne, la France qui sont sur ce projet, et une partie sur les usages et les services. Au niveau des coproduits, donc on a lancé cette année avec l'AREA Normandie et la Chambre d'agriculture un projet pour un appel à manifestation d'intérêt justement pour réduire les pertes et la valorisation des coproduits de la filière agroalimentaire. Donc, dans ce cas-là, on ouvre discussion avec les industriels pour leur dire, si vous voulez, on peut vous aider à monter des projets pour valoriser vos coproduits. Donc ça, c'est issu d'une étude qui a été faite en 2019 par l'AREA Normandie sur les produits, sur les coproduits de l'industrie. Donc, ils ont référencé plusieurs industriels dans différents domaines, laitiers, chocolat, céréales et tout ça, pour biscuits, pour justement voir s'ils avaient beaucoup de coproduits ou de déchets à valider. Donc, on a résulté l'INOF coproduit, l'appel à manifestation d'intérêt. On s'aperçoit qu'il y a quand même à peu près 39% de déchets alimentaires qui proviennent de la fabrication. Et du coup, l'appel à projeter, ça se passe par un accompagnement personnalisé des entreprises, une orientation vers des financeurs potentiels, puis un accès pour leur présenter ce qu'ils font au niveau de l'écosystème. Ça se marche comment? On demande de l'aide d'intention. Donc là, il y en a une qui est en cours, des demandes depuis juillet 2021 jusqu'à novembre. Et en fonction des retours que l'on a, on prend contact avec eux, on fait une présélection des lettres d'intention, on fait un petit rendez-vous de cadrage du projet en disant il faudrait peut-être avancer là-dessus, ou on peut vous aider là-dessus, ou trouver des partenaires pour ça. Et on présente à nos comités de financeurs et nos experts pour voir où on peut aller sur le projet, et on accompagne le projet. On a un exemple, j'ai un exemple qui est lié à l'appel à projet de cette année, c'est le Petit Navet, qui est une société sur la région rouennaise qui fait du jus de navet. Et avec son jus de navet, il avait un extrait, en gros comme quand on fait du jus, hein, on a toujours un extrait, un résidu. Et ce résidu, ne savait pas quoi en faire, l'alimentation animale n'aimait pas trop, donc du coup, on a travaillé avec elle sur un projet de développement d'un produit. Et donc là, maintenant, elle fait son navet, donc qui est fabriqué en Normandie, qui est produit en Normandie, pardon, et elle fait du jus de navet, et le résidu, elle l'utilise pour faire un tartinable. Donc c'est des produits de navet à base de gingembre et autres. Mais voilà, donc du coup, son produit est 100% complet, il n'y a pas de déchets. Mais sinon, il y a d'autres projets, alors ils ne sont pas issus de l'AMI, mais on a travaillé avec eux, avec Valorial, sur la société Passion Drèche, qui a fait des rescapés. C'est des biscuits qui sont obtenus à partir de drèche de brasserie. Donc en gros, quand on fait de la bière, il y a la drèche qui reste, le tout de dépôt. Donc après, c'est utilisé soit en alimentation animale aussi, mais l'intérêt quand même de valoriser, c'est plutôt de valoriser en alimentation humaine. Et là, avec ça, ils font des biscuits issus de drèche. Et le troisième exemple que j'ai présenté, c'est Agrial et IP Broker, ça va de la Chapelle, qui travaillent ensemble en cours. Donc là, il n'y a pas encore toutes les infos, mais c'est un projet qui est en cours chez Valorial sur de la valorisation de coproduits. Alors, c'est par exemple des carottes qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas conformes aux standards, et qui sont, enfin, des légumes moches ou des choses comme ça, ou des légumes qui sont un peu cassés,
qui sont utilisés pour être valorisés en cosmétique. Et donc, on va utiliser, par exemple, de la carotte en cosmétique. On a d'autres, alors que je n'ai pas donné en exemple, mais qui ne sont pas forcément... Alors, si en Normandie, il y a Veragro, qui est une société qui fabrique du lombricompost, enfin, en gros, des engrais à partir de compost lombriculture, voilà, lombricompost. Et sinon, en Bretagne, on a des sociétés comme Bisque qui fait des achats de produits non standards. Donc, c'est pareil, des légumes moches, pas trop, enfin un peu gros, trop petits, ou, qui ne peuvent pas être vendus et qui vendent ça en restauration. Donc, voilà, il y a Frigo Magique, qui est une société qui a fait une application qu'on peut retrouver sur votre smartphone et qui, en fonction de ce que vous avez dans votre frigo, dire, au lieu de le jeter en disant voilà, je ne sais pas quoi en faire, je vais le jeter, parce que souvent il reste presque pas grand-chose, eh ben, on des recettes qui sortent en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Et sinon, oui, il y a Zéro Gâchis aussi qu'on a accompagné qui Je vais prendre ma casquette maître du temps juste pour. Ouais, c'est voilà, juste le dernier. C'était juste le dernier ça exemple, marche. donc ça tombe Allez-y. juste pile poil. Qui qui a un logiciel d'intelligence artificielle pour aider aux distributeurs et aux vendeurs, qui va détecter tous les produits qui sont en limite de date de péremption pour pouvoir les regrouper et les vendre avant la date et pas qu'ils soient recherchés. Enfin, en gros, c'est juste pour de l'aide à l'utilisation des produits qui sont en limite de date de péremption. Voilà, c'était tout pour ma participation et j'espère que quelques exemples que je vous ai donnés peuvent être intéressants. Oui, très bien. Est-ce que vous avez des questions avant de passer la main à IPE, à M. Belair? Je pense que c'était très clair. Ouais, moi, j'ai une question. Je me demande quelle est la difficulté à faire accepter des nouveaux produits. Le jus de navet, par exemple, ça ne doit pas être facile à commercialiser par rapport à des goûts qui ne sont pas forcément connus. Alors, l'idée, c'est quand même justement que ces produits, effectivement, ils sont valorisés, c'est super, mais pour être vendus, comment on fait? Alors, le jus de navet, il est vendu, enfin, c'est une personne d'origine chinoise, hein, c'est une recette qu'elle a de ses familles, qui, alors elle dit qu'il y a des blins bien faits, des choses comme ça, mais ça, moi, je ne rentre pas au niveau de Paul dans la partie commercialisation du produit, ça, c'est elle qui gère ça. Nous, on est là pour l'accompagner, pour développer sa nouvelle recette, mais et encore, ce n'est pas nous qui faisons la recette, on la met en relation avec des gens qui font ça. Et oui, c'est sûr que sur des nouveaux produits, je ne sais pas comment le vend parce que c'est un peu compliqué, mais c'est un produit avec des bienfaits, donc c'est un peu. Alors on parlait à un moment de Nutri-Santé, voilà, c'est ça, c'est bon pour la santé et c'est un peu comme on voit beaucoup les boissons détox qu'on vend actuellement sur le marché. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interrogations? Je vois une main levée, mais je ne sais pas si... Oui, j'aurais une Nathalie. question par rapport à la valorisation de tous ces éléments-là. Parce que là, c'est un réseau entre pairs, entre sortes. Mais par rapport aux consommateurs, parce que là, nous, en tant que Régal, c'est de montrer aussi un peu ce qui se fait. Est-ce que c'est sur votre site? Est-ce qu'il y a des moyens justement pour communiquer dessus, valoriser? Parce qu'en plus, il y a une obligation sur les entreprises agroalimentaires maintenant de ces démarches-là. Ça devient obligatoire. Donc, est-ce qu'il y a une communication pour donner envie, pour montrer qu'il y en a il y a des pionniers et les valoriser pour donner envie à d'autres? Après, quand il y a des choses qui sont mises en place, c'est ce que je disais dans ma présentation sur le pôle de Valorial, c'est que sur notre site internet, on met les choses, alors bien sûr, ce que veulent bien présenter les industriels. Après, il y a des choses qui sont faites sur des extraits et qui ne sont pas forcément identifiées. On a, par exemple, quelqu'un qui travaille, c'est une start-up, ce n'est pas encore finalisé, mais il cherche encore le site, sur des coquilles d'œufs où il récupère les coquilles d'œufs, mais aussi la membrane pour utiliser en industrie. Mais le consommateur, il ne va pas forcément l'utiliser, enfin s'en rendre compte, puisque le produit issu, il va être utilisé en tant qu'additif dans le cosmétique. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour la partie des carottes, il va être utilisé en additif dans
dans le savon, ou dans la crème, ou en cosmétique. Donc, du coup, c'est des produits, ça permet aux industriels qui vont s'en servir de dire qu'on utilise des produits naturels ou issus de recyclage. Après, l'intérêt pour l'entreprise, c'est aussi de valoriser le fait que ce n'est pas mis en déchetterie ou en déchets, en brûlé ou mis en enfouissement, c'est quand même réutilisé. Donc, du coup, il y a un intérêt et c'est plus à ce niveau-là, je pense, qu'ils valorisent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En gros, c'est pas vous qui faites la communication après, c'est comme un peu le marketing. On en fait un peu, mais c'est surtout eux qui font la communication. Nous, on est là pour accompagner. On passe la main à Monsieur Belair pour tenir les temps. Oui, du coup, je vais essayer d'être assez court pour tenir les temps. Donc, le projet légumerie conserverie là, que l'on a développé sur le secteur de Saint-Lô, enfin à l'origine sur le secteur de Saint-Lô, est parti de 3 acteurs du territoire qui avaient des ambitions différentes. Le premier, c'était IP Environnement qui voulait développer un autre support d'insertion que son historique, qui était les espaces verts, les espaces naturels, avec plus de mixité dans les équipes. La Banque alimentaire de la Manche, donc, qui fait de la distribution alimentaire aux gens qui en ont besoin, eux avaient une grosse part de gaspillage de légumes non utilisés, puisque c'est des légumes de deuxième vie qui reçoivent de la grande distribution, donc qui sont déjà pas de première fraîcheur. Et puis, on est allé voir le GIP Restauration Centre-Manche, donc groupement d'intérêt public, qui fabrique les repas pour les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances, les écoles de Saint-Lô et puis quelques centres de loisirs. Donc on a travaillé ensemble, donc le projet a démarré il y a 3 ans en essayant de trouver un point commun à nous tous. Donc on a décidé assez rapidement de d'abord ouvrir une conserverie et ensuite une légumerie. Enfin, c'était dans la démarche du projet, ça a été celui-là. Et au cours de la construction, on a opté pour pouvoir se lancer assez vite, d'abord dans le lancement de la légumerie, puisque une partie de l'outillage de la légumerie servira à la conserverie. Donc, et une deuxième phase, conserverie, qui débute seulement, et la légumerie a été lancée en mai. Ce projet est un projet qui coche un petit peu toutes les cases à différents niveaux pour tous les acteurs du territoire. Donc, le GIP Restauration, c'est la loi Egalim, l'incorporation de bio dans l'alimentation. La banque alimentaire, donc je disais, réduire ses déchets liés aux fruits et légumes. Et puis IPE, du coup, ça a permis de développer de l'insertion pour un public mixte. Sur l'activité légumerie. La difficulté qu'on a eue assez rapidement, c'était de trouver des producteurs locaux capables de répondre à nos besoins de légumes, au moins en bio en tout cas. Donc on a en parallèle, IP Environnement a lancé un atelier maraîchage qui est sur des territoires, enfin sur des terrains appartenant à l'hôpital de Saint-Lô. Donc, on a inscrit ces 2 projets-là dans la globalité. Pour la légumerie conserverie, on a créé une nouvelle association qui s'appelle la légumerie conserverie solidaire, donc qui a été créée en 2019. Et après, très vite, on s'est confronté à la recherche de locaux capables de nous accueillir. Et à ce jour, on n'a pas complètement trouvé, on a trouvé une solution transitoire, c'était de réutiliser l'ancienne cuisine centrale de l'hôpital de Coutances. Voilà, c'est grosso modo le projet. Ce projet, c'est 24. Les 2 projets cumulés, c'est 24 places en insertion. Et puis, ça a permis de créer 4 emplois de personnes en CDI. Voilà. Voilà globalement ce qu'on peut dire du projet, en tout cas dans le résumé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas tout le monde. Donc... Non. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Pas de questions?
Bon, tout le monde, alors c'est comme, comme il y a beaucoup d'écrans noirs, j'espère que tout le monde est encore derrière son ordinateur. On peut peut-être dire, pour un peu faire le bilan des différentes interventions, c'est qu'on voit bien que la filière donc alimentaire, là, dans les différentes pratiques proposées avec les différentes cibles, on parle bien d'une filière alimentaire, c'est bien du champ à l'assiette, et en passant par le consommateur, en passant par les écoliers, en passant par l'entreprise qui fait du maraîchage, les potagers pour tous, en passant par les producteurs bio, locaux, qui alimentent les cuisines, en passant par les salariés dans les cuisines, les transformateurs, les industriels, et donc les grandes surfaces. Enfin, on a toute la chaîne alimentaire qui est donc dans une démarche de changement de pratique. Et ce qu'on s'aperçoit là, c'est que toutes les initiatives, c'est, pour reprendre la phrase de ma collègue Laurence, des initiatives à petits pas, avec donc une sensibilisation, avec des démarches aussi d'empreinte sur le territoire, et on rebondit évidemment sur les projets alimentaires territoriaux qui ont vu le jour en France pour relocaliser l'agriculture, soutenir l'installation de jeunes agriculteurs, de producteurs, notamment là, une petite parenthèse sur les bons diagnostics carbone, le label bas carbone, dans la démarche qui est en place actuellement avec les aides du plan de relance, et favoriser les achats locaux. Toutes ces nouvelles, ces leviers, les outils, on a vu quelques freins aussi aux nouvelles démarches, donc pour les différents publics, ces nouvelles pratiques. On a vu dans ces ateliers l'importance de partager les connaissances, partager les expériences, je pense que Nadège est d'accord avec moi pour vous dire que vos expériences et vos partages ont été très enrichissants. Et donc, nous, on a appris beaucoup de choses, et on a vu des changements de comportement très intéressants. Si tu veux rajouter quelque chose, Nadège. Je veux juste rajouter qu'effectivement, dans la question du partage, il y avait, dans ce qui ressort, il y a l'importance aussi du relationnel, à la fois entre les différentes personnes qui sont mobilisées dans ces projets de lutte contre le gaspillage alimentaire, et puis aussi dans le lien entre les structures qui interviennent, donc là, je parle plutôt pour les premières interventions, les associations, et puis les participants, et du coup qui nécessitent aussi un temps assez long pour être dans l'accompagnement et pas être dans juste le discours, et d'être dans aussi un discours qui pourrait paraître un peu culpabilisateur. Donc comme le disait aussi Véronique, je pense, alors l'intervention d'aujourd'hui est un peu rapide, mais ça peut aussi donner des petites pistes de réflexion, notamment sur la question de la sémantique et des mots qu'on utilise pour toucher ces différents publics qui ont aussi des besoins spécifiques et des contraintes spécifiques. Et c'est aussi en discutant avec eux et en entrant en relation avec eux qu'on peut aussi plus se rendre compte de leur réalité, et donc trouver aussi des approches qui peuvent permettre de les accompagner au mieux. Voilà. Et nous sommes dans les temps. Voilà, très bien. Nathalie nous a demandé, donc 17h10, je crois, de clôturer notre table ronde. Voilà. Monsieur Trébert lève la main, peut-être qu'il y a une intervention, une dernière intervention. J'avais juste une petite réflexion. Après, je me dis, vous avez parlé, alors c'est Véronique, je crois, qui a dit qu'on a formé les gens à lire les étiquettes. Oui, c'est important à lire les étiquettes. Je pense que c'est assez compliqué à lire. Tout le monde ne la lit pas forcément par rapport à tout ce qui est additif et autres ajoutés, mais aussi tout ce qui est date de péremption, comprendre ce que c'est qu'une date, une DLC, une DDM et une date de consommation, et aussi la partie recyclage des emballages, parce que c'est pas toujours évident. Enfin, même moi, je me pose la question, alors pourtant je connais, pour savoir si je mets dans le bon bac ou pas l'emballage. Donc voilà, je trouve que la partie compréhension d'étiquette était important, et voilà, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais je voulais le faire et j'ai oublié de le faire.
Voilà, c'était juste ma petite dernière remarque. Merci. Merci. On va pouvoir clôturer ces assises. Alors, oui. Avec le sondage, par exemple. Très bien. Je te laisse le présenter. Je ferai la clôture après. Alors, je n'ai pas accès au sondage, Alors, c'est ce que je te disais. Voilà, ça marche. Alors, normalement, vous devez voir les résultats du sondage. Si vous ne les voyez pas, il faut cliquer sur sondage en bas de l'écran, en bas de votre écran, entre participants et discussion, normalement. C'était pour voir un peu quelles étaient les structures présentes aujourd'hui. Donc, on voit une grande majorité de collectivités et d'institutions. Des associations également, donc beaucoup environnementales, mais pas que. Et avec une entreprise également. Donc sur la chaîne alimentaire, on voit que c'est surtout l'aval de la chaîne alimentaire qui est très présent dans ce type d'événements là, comme ces assises, donc avec la consommation. Grande majorité, plus de la moitié des personnes présentes interviennent au niveau de la consommation, certaines sur toute la chaîne alimentaire. Donc là, c'est 38%. Donc sur la transformation, donc là je pense que c'était vraiment un plus cette année d'avoir des entreprises agroalimentaires et d'avoir un peu toute cette vision, cette phase de transformation, parce qu'on a vu à plusieurs reprises à quel point ça avait de l'importance. C'est vraiment la transition entre la production et ensuite le commerce et la distribution. Et on l'a vu aussi dans la table ronde de ce matin par rapport à tout ce qui était aide alimentaire et la difficulté de gérer certains flux. Et les produits alimentaires sont des denrées fragiles. Donc, la question de la transformation est venue à plusieurs reprises. Donc, voilà, on voit que ça prend de l'importance, même au niveau du régal. Par rapport au territoire, même si c'était en présentiel, si c'était à distance, et ben la grande majorité, plus de la moitié des personnes présentes venaient du Calvados. Est-ce que c'est historique parce que le régal historiquement est né dans le Calvados? En tout cas, une grande présence au niveau du Calvados et un petit peu dans la Manche, la Seine-Maritime, et une personne de l'Orne et une de l'Eure. Donc, il nous faudra peut-être revoir là. J'espère qu'en présentiel, on arrivera à avoir plus de monde et un peu mieux réparti sur toute la Normandie. Et par rapport à vos attentes, donc, c'est de toute façon ce que l'on va essayer de faire pour… on va vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, j'espère bien. Et toujours avec ces aspects. Donc, on sait qu'il y a des attentes fortes par rapport au partage d'expérience et par rapport à tout ce qui est prise d'information. Donc, je pense qu'on continuera vraiment à axer les assises avec ces deux axes forts. Sur la partie réseautée, on avait beaucoup moins de monde que prévu, mais peut-être qu'en présentiel, ce sera sans doute plus simple. Voilà, tout ça pour vous vraiment remercier tous les intervenants, intervenantes et les participants, participantes de cette journée. Et les supports techniques aussi du Crépan qui ont été présents toute la journée. Et les membres du comité de pilotage également. Donc, je vous dis, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine. On n'a pas encore la date, mais on reverra. On vous proposera, on recommuniquera sur une date prochainement et en vous proposant un rendez-vous en présentiel. Encore merci à tous, à toutes. Bonne réduction du gaspillage à tous. On vous souhaite de tester plein de choses et comme ça, on pourra en reparler à tout le monde et échanger par rapport à toutes vos prochaines actions. Et je vous dis à bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci à tous. Au revoir et bonne soirée. Merci. Au revoir, merci.